Bonjour les premières. Alors aujourd'hui, nous allons voir la suite du cours sur la colonisation et nous allons voir notamment le grand 2, l'organisation de l'empire colonial français, grand A, l'administration et l'aménagement des territoires coloniaux. Alors la problématique sur laquelle on va réfléchir dans ce grand 2, c'est comment justement l'organisation de l'empire colonial français est en fait en contradiction avec les valeurs de la République française, et notamment, vous savez, les droits de l'homme, hein, liberté, égalité. Donc on va voir comment il est en contradiction avec ces valeurs. Alors comme je vous le disais, on va d'abord voir en grand A, administration et aménagement des territoires coloniaux. Bon, c'est pas la partie la plus intéressante, mais il est important quand même de comprendre qu'il y a une diversité d'administration pour une diversité aussi de types de territoires coloniaux. On dit souvent la colonisation, mais au sein de cette colonisation, il y a différents types d'administration parce que les territoires ne sont pas tous considérés de la même façon. Alors, par exemple, on voit qu'il y a une diversité des statuts administratifs, avec par exemple le cas à part de l'Algérie, qui est une colonie de peuplement et qui est divisée en trois départements. Le département d'Oran à l'est, à l'ouest, pardon, le département d'Alger au centre et le département de Constantine à l'est. Ces trois départements, on voit des députés qui vont siéger à Paris à l'Assemblée nationale. Donc, cas à part, l'Algérie, c'est la France. C'est comme si je vous disais la Corse, l'île d'Oléron, l'île de Ré, l'Algérie, c'est la France. Donc l'Algérie dépend du ministère de l'Intérieur. Les nouvelles colonies, dont la Troisième République a fait la conquête, elles sont administrées directement par ce qu'on appelle un gouverneur, sous l'autorité par contre du ministère des colonies. Donc à l'époque, il y a un ministère qui s'appelle le ministère des colonies. Et les gouverneurs sont sous son autorité. Donc vous voyez déjà qu'on a des colonies qui ont, comme l'Algérie, font partie de la France, sont des départements sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, d'autres colonies qui sont administrées, elles, par un gouverneur, qui, lui, est sous l'autorité du ministère des colonies. Donc, c'est pas exactement la même chose. On a l'exemple de l'AOF, hein, l'Afrique occidentale française, donc le Sénégal, le Soudan français, aujourd'hui le Mali, la Haute-Volta, qui aujourd'hui est le Burkina Faso, le Dahomey qui aujourd'hui est le Bénin. Ça fait partie de tous ces territoires de l'AOF et ils sont dirigés par donc un gouverneur placé sous la tutelle du ministère des colonies. De la même façon, l'AEF, donc l'Afrique équatoriale française, dont font partie principalement le Tchad, la République centrafricaine, ou Lubangui-Chari à l'époque plutôt, ces territoires sont également administrés par un gouverneur. Et enfin, il en est de même pour l'Indochine, hein. Vous avez pu voir dans le PPO qu'il y a un gouverneur qui s'appelait Paul Doumer, le futur président Paul Doumer de la Troisième République. Alors l'Indochine, en fait, c'est un ensemble de territoires qui ont d'ailleurs des statuts administratifs différents. Par exemple, le Cambodge est sous protectorat depuis 1863. La même chose pour le Laos depuis 1893 et l'Annam. Donc ces trois territoires, Cambodge, Laos, Annam, font partie de l'Indochine, de l'Union indochinoise pour être exact, mais ils ont le statut de protectorat, c'est-à-dire qu'en fait ce ne sont pas tout à fait des colonies dans le sens où la France maintient un pouvoir local, mais par contre c'est la France qui gère le budget, la politique étrangère, la marine. Donc la France contrôle en quelque sorte ces pays, mais laisse une administration locale. Seule la Cochinchine, c'est-à-dire le sud du Vietnam actuel, autour de Saïgon, devient véritablement une colonie. Alors les protectorats, eux, eh ben, ils sont pas sous le contrôle d'un gouverneur, ils sont sous contrôle de ce qu'on appelle un résident général français. Donc vous voyez, les protectorats ont comme chef, entre guillemets, comme responsable administratif, un résident général. Les colonies ont comme responsable un gouverneur. Et l'Algérie, c'est un cas particulier. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Trois statuts déjà différents. Alors après, au sein des colonies, on pourrait faire encore d'autres statuts, hein. Il y a les colonies d'exploitation, c'est-à-dire les colonies qui sont faites vraiment pour être exploitées, hein, dont on va exporter les matières premières et on va leur importer chez elles des produits manufacturés français. Et puis vous avez les colonies de peuplement, comme l'Algérie, par exemple, et un degré moindre, la Tunisie.
Donc dans ces territoires, eh bien, la France construit des infrastructures. Vous avez pu le voir dans le PPO sur Saïgon, hein, ça peut être, des infrastructures routières, ça peut être aussi, des chemins de fer, hein, par exemple, le chemin de fer de Madagascar, hein, qui va relier, Tananarive à la côte, hein, dont on a déjà parlé, qui est tristement célèbre parce qu'on estime qu'il y a eu en gros un mort, par traverse de chemin de fer. Donc, de même, il y a eu le chemin de fer du Bas-Congo, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le Congo-Brazzaville, qui, pareil, a été extrêmement coûteux en vie humaine. Vous avez la construction d'infrastructures portuaires, la construction de ponts. Toutes ces infrastructures, en fait, ne visent pas à développer le pays, à les offrir aux Africains. Elles visent surtout à pouvoir exporter les matières premières et permettre de pénétrer à l'intérieur des territoires pour les exploiter. Donc, il y a eu une idée derrière la tête, hein. La France ne va pas spontanément se dire, tiens, on va construire des routes, des chemins de fer, des ports et des ponts pour développer ces pays. Elle veut les développer, oui, bien sûr, mais pour son intérêt à elle, c'est-à-dire aller extraire des matières premières, des ressources, pour pouvoir les exporter ensuite vers la métropole. On assiste également, à l'image de Saïgon, à la modernisation des villes. Il est important de voir aussi que la France va développer des hôpitaux, hein, des services de santé, notamment parce qu'elle va pouvoir expérimenter de nombreuses maladies tropicales qui sont présentes dans ces colonies mais qui sont absentes de la France, hein. Donc par exemple, il va y avoir la création d'un institut Pasteur à Saïgon qui va lancer des campagnes de vaccination. Là, c'est plutôt pour vacciner la population contre des maladies qui étaient très mortifères à l'époque, comme la variole. Alors, comme le choléra aussi, ils vont essayer également de lutter contre le paludisme, parce qu'il n'y a pas vraiment de vaccin contre le paludisme, mais on sait que la quinine, par exemple, permet de soigner le paludisme. Alors, encore une fois, il y a plusieurs volontés derrière, hein. Évidemment qu'il y a la volonté aussi de sauver des gens, de guérir des gens, mais il y a surtout la volonté, il y a des volontés économiques, c'est-à-dire que ben, la main-d'œuvre locale ne tombe pas comme des mouches. Également que ces maladies ne se transmettent pas aussi aux Européens. On assiste à des modernisations, par exemple à Saïgon, on a une modernisation qui est comparable à celle d'Alger, hein. Quand vous allez à Alger, c'est Alger-la-Blanche, et c'est une ville, il y a vraiment une partie de la ville qui est une ville européenne qui ressemble tout à fait à Marseille, Lyon, Paris. Mais on a une fonction portuaire, par contre, qui est très importante à Alger. Alors, ces colonies ont un intérêt, hein, pour la France. C'est avant tout ce qu'on va voir dans le grand B, l'exploitation économique. Alors, pour qualifier l'économie que met en place la métropole française vis-à-vis de ces colonies ou de ces protectorats, on parle d'une véritable économie de traite. Ce mot traite, vous l'avez déjà entendu, vous savez, la traite négrière. Eh bien, en fait, là, il ne s'agit pas évidemment de nouveau de rétablir la traite négrière, hein. L'esclavage est aboli, vous le savez, depuis 1848. Mais il s'agit d'exploiter les ressources minières des territoires sous la domination française, qui jusqu'alors étaient relativement inexploitées. Là, les Français vont les exploiter de façon industrielle, mais aussi d'implanter de nouvelles cultures qui étaient relativement peu présentes dans ces territoires. Par exemple, la vigne en Algérie, vous pouvez deviner pourquoi la vigne était peu présente en Algérie, tout simplement parce que c'était un territoire à très grande dominante musulmane, et que vous savez que dans l'islam, on ne consomme pas d'alcool, donc les musulmans, à part pour consommer le raisin, avaient peu d'intérêt à planter de la vigne, en tout cas pour en faire du vin. Autre nouvelle culture qui va être implantée, par exemple, l'arachide au Sénégal. Donc l'arachide, vous le savez, c'est enfin, pour les cacahuètes, quoi. Donc ces cultures ne sont pas des cultures vivrières, elles ne sont pas destinées à nourrir la population locale, ce sont des cultures destinées à l'exportation. C'est-à-dire que l'intégralité quasiment de ce qui est produit en Algérie, au Sénégal, c'est-à-dire les arachides du Sénégal, le raisin ou le vin d'Algérie, tout est destiné à l'exportation vers les métropoles. Alors comment fonctionne ce système? Eh bien, pour cela, je vais vous proposer d'étudier un texte qui s'appelle le rapport de Savorgnan de Brazza. Donc ce texte est présent dans votre manuel à la page 239, c'est le document, alors c'est pas 239, pardon, c'est 238. Vous l'avez ici, hein, donc à cette double page.
Et alors, qui est Savorgnan de Brazza? C'est loin d'être un inconnu, puisque Savorgnan de Brazza, c'est un explorateur, du moins c'est un marin et explorateur français. C'est lui qui avait découvert le Bas-Congo et qui avait notamment fondé la ville de Brazzaville. Donc, il est à l'origine d'une colonie française, hein, et il devient commissaire général de cette colonie. Il me semble vous l'avoir déjà dit. Sauf que en 1903 arrive un événement dans le Congo belge voisin, Congo belge qui à l'époque était la propriété personnelle du roi des Belges Léopold II. Eh bien, on décide, pas on décide, du moins la presse européenne se fait écho de violences massives qui étaient commises par les Européens, non seulement au Congo belge, mais aussi à ce qu'on appelle le Congo français. Dès lors, la Chambre des députés française va confier une mission à Savorgnan de Brazza, hein, qui n'était plus à cette époque-là commissaire général du Congo. Une mission lui est confiée de se rendre là-bas, au Congo, et d'inspecter les territoires sous domination française et de rapporter, de démontrer que le Congo est irréprochable, ou bien au contraire de souligner qu'il y a des exactions qui sont commises. Alors bon, le pauvre Saint-Venant de Brazza, pour la petite histoire, il va mourir sous le chemin du retour, hein, donc, mais son rapport sera transmis à la commission d'enquête sur le Congo. Et donc pour cela, si vous lisez le document, j'aurais pu vous donner l'activité, mais je ne veux pas vous surcharger de travail non plus. Vous deviez répondre à un certain nombre de questions qui sont page 239 euh, sur le document et pour comprendre notamment comment fonctionnait le système. Et notamment la question 4 qui portait sur le fait de devoir montrer l'intérêt historique du rapport sur le Congo quant à la compréhension du système colonial en Afrique équatoriale française. Et quand on lit le rapport de Savorgnan de Brazza, en fait, on se rend compte que l'État français, il investit très peu dans les colonies. Le but, c'est que les colonies ne coûtent rien à l'État et uniquement qu'elles lui rapportent. Donc, ce que fait l'État, eh bien, il concède l'exploitation du Congo à des compagnies privées qu'on appelle des concessions. Donc, pour le Congo français, il y a à peu près une quarantaine de concessionnaires, donc c'est-à-dire d'entrepreneurs, qui se partagent 70% du territoire congolais et qui vont tenter de se rembourser au maximum, du moins de rembourser au maximum le montant de l'investissement qu'ils ont offert à l'État français ou qu'ils ont payé à l'État français. Donc, pour rembourser leur investissement, eh bien, ils vont pas hésiter à pratiquer notamment le travail forcé, les coups, les meurtres pour ceux qui se rebelleraient contre l'autorité de ces concessionnaires. Et on va dire que ces concessionnaires se comportent véritablement comme des tyrans. Ils ont des contremaîtres qui leur obéissent, ils utilisent des armes à feu, évidemment, la menace, les exactions. Donc, ils donnent forcément une très mauvaise image des colons. Parce que ces concessionnaires, eux, ils n'ont qu'un seul intérêt, c'est l'intérêt économique. Ils veulent rentrer dans leurs frais et non seulement rentrer dans leurs frais, mais faire du bénéfice. Donc leur concession, ils veulent qu'elle soit rentable. Donc ça peut être, je sais pas moi, l'exploitation de l'ivoire sur leur concession, ça peut être l'exploitation du bois précieux, ça peut être l'exploitation, je sais pas moi, de minerais. Il faut l'exploiter. Et alors l'esclavage est interdit. Les Français l'ont aboli quand ils sont arrivés en Afrique. Mais le travail forcé est obligé. Donc j'ai envie de vous dire, la différence entre l'esclavage et le travail forcé, elle existe, mais elle est parfois tenue, c'est-à-dire ténue, pardon. C'est-à-dire que le travail forcé, normalement, il a une limite. Les individus sont considérés comme des individus théoriquement libres, alors que l'esclavage, les gens ne sont pas libres, hein, et sont considérés comme des biens meubles, hein, qu'on peut s'échanger, ce qui n'est pas le cas théoriquement dans le travail forcé. Mais il y a des dérives, il y a des abus, et ce rapport arrive au gouvernement français qui, dans les faits, va pas faire grand-chose, hein, parce qu'encore une fois, comme je vous dis, le but du gouvernement, c'est surtout de ne pas avoir à investir un, un franc de sa poche et de faire en sorte que ce soit les concessionnaires qui investissent. Quant à la question 2, elle était intéressante parce que c'était expliquer pourquoi la source a été classée confidentielle et n'a pas été publiée. Eh bien, si le rapport Brazza n'a pas été publié, c'est tout simplement parce que les députés français sont bien conscients qu'en fait, au Congo français, il y a de grandes contradictions entre les valeurs républicaines, liberté, égalité, droits de l'homme, tous les hommes naissent libres et égaux en droit,
ces idées-là, même la fraternité d'ailleurs, hein, depuis 1848, il y a une grande contradiction entre cette réalité les idéaux des droits de l'homme et la réalité de l'exploitation coloniale qui, on sait, est en fait particulièrement dure pour les populations locales. Donc il y a une énorme contradiction. Voilà pour ce qui est de cette question sur Savorgnan de Brazza.